faudra qu'on veille à ce que les Sénégalais puissent voyager en sécurité. En tout cas, des efforts devront être faits davantage. Nous apportons à Dieu, nous retournons à Dieu, mais c'est au moment douloureux pour les familles. En tout cas, le gouvernement et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaille à ce que cela ne puisse plus se retrouver, ne puisse plus avoir lieu au Sénégal. Oui, malheureusement, on repose le même débat. On pose les mêmes questions après l'accident de 6 kilos, celui de Sakal, toujours d'ailleurs dans la région de Louga, et maintenant, avec les différentes mesures annoncées par le gouvernement à l'époque, la responsabilité des conducteurs, des propriétaires de ces véhicules de transport, la responsabilité de l'État sénégalais, chez Omar Anne, le bus qui a fait cet accident à Ngensar, près de Louga, était en surnombre, la capacité, une soixantaine de places, largement dépassée. Oui, vous savez, nous constatons, c'est les mêmes causes qui conduisent les mêmes effets. C'est regrettable. Maintenant, j'ai dit qu'il faut que des mesures soient faites. Le gouvernement, en son temps, après l'accident de 6 kilos, vous avez vu, des mesures ont été prises, mais nous sommes dans une société très complexe, où les rapports entre le pouvoir, les différents groupes de la société, c'est très compliqué. Nous avons, dans ce pays-là, il faudra qu'on aille vers une révision de façon concertée peut-être des rapports qu'il y a entre les différents groupes sociaux, culturels, qu'il y a entre les différents groupes de pression. Nous avons à tous les niveaux, par exemple dans le domaine du transport, c'est le cas aussi au niveau de l'administration centrale. Nous avons beaucoup de syndicats qui jouent sur les rapports qu'il y a entre le pouvoir et certaines zones que je dirais zones de pression, qui mettent la pression, qui vont en grève, même quand ils n'ont pas raison. L'exemple des transporteurs, les syndicats de transporteurs qui font de la réticence quand on a annoncé ces mesures-là contre les accidents. Oui, mais ils sont soutenus. C'est pas seulement que... Vous savez, on a identifié, lors de l'accident de 6 kilos, on a vraiment identifié ceux qui ont fauté, on a situé les responsabilités des uns et des autres. Des mesures ont été prises, mais nous avons constaté à un moment bien déterminé qu'il y a eu une forte pression venant de la société, des gens-là qui sont protégés par l'État. Des syndicats qui ont voulu très rapidement dégager toutes leurs responsabilités en remettant tout sur le dos de l'État. Et souvent, la presse, comme d'autres décideurs, comme d'autres hommes influents, vont dans le sens de ceux qui mettent la pression parce que des démarches sont effectuées demandant à ce qu'on pardonne. Et il y a tout un ensemble c'est répétitif. Hein? On a un discours qui mélange à la fois le pardon, on demande que les gens se pardonnent. En même temps, on essaie de dégager les responsabilités de ceux qui ont été identifiés comme fautifs pour mettre tout sur le dos de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand il y a un accident, l'État a des responsabilités, mais ce n'est pas des responsabilités de premier ordre. C'est pas des responsabilités de premier ordre, les responsabilités, c'est d'abord ceux qui prennent le bus, qui savent que quand un bus est surchargé, ça conduit à des drames. Ceux qui acceptent de prendre ces bus, parce que sous la contrainte, peut-être parce qu'ils veulent voyager, mais ils savent que leur vie est en danger. Le chauffeur qui n'a pas le droit de conduire ou bien qui ne maîtrise pas le volant et qui ne respecte même pas le code de la route. Voilà les principales causes des accidents. Et après, automatiquement, dans l'analyse, dès qu'un ministre est là, la question qu'on lui pose, quelle est la responsabilité de l'État? Oui, l'État a une responsabilité parce que nous gérons un environnement. Mais dans l'environnement, globalement, nous avons un nombre d'accidents important, mais il y a des choses qui se passent normalement. À chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est qu'il y a eu des fautifs, des gens qui n'ont pas respecté les mesures édictées par l'État, qui n'ont pas respecté le code de la route ou qui n'ont pas respecté le cahier de charges qu'ils ont pour faire du transport interurbain. Le gouvernement, à un moment bien déterminé, après une analyse des situations, avait constaté que les accidents se faisaient la nuit. Ou bien les chauffeurs voyageaient au petit matin, très tôt. On avait pris des mesures pour demander à ce que, vraiment, que l'on ne voyageât plus la nuit.
Mais vous avez vu, même la presse n'a pas soutenu, alors que ça avait permis de dépasser le truc. Mais on est revenu en arrière. La case de départ, ça conduit à laisser aller aussi. Et c'est ça qu'il faudra éviter. Je pense qu'il faudra prendre des mesures. Oui, vous me direz que l'État doit rester ferme, parce que c'est de sa propre responsabilité. À ce niveau, oui, nous avons fauté. Maintenant, il faudra que des mesures soient prises dans ce sens-là. Cet accident de la route n'est pas le seul événement malheureux de la semaine. Ces jeunes Sénégalais, comme dit en introduction de cette émission, ces jeunes Sénégalais qui ont péri en mer, ils tentaient de rallier l'Europe par pirogue. Les drames de l'émigration se poursuivent donc. Rien que sur la plage de Ouakam à Dakar, 16 corps ont été repêchés cette semaine. Un nouveau message pour le gouvernement, certainement, dont les politiques pour la jeunesse semblent très, très insuffisantes, non? En fait, j'ai entendu beaucoup de gens dire cela. Mais ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est ces jeunes-là qui tentent l'aventure pour aller vers l'Europe, vers d'autres destinations, et qui savent qu'ils peuvent rencontrer la mort. Ça, c'est très douloureux. C'est très douloureux et ça doit amener tout un chacun de réfléchir globalement par rapport à ses responsabilités, surtout ceux qui sont au pouvoir. Je pense que nous devons réfléchir vraiment, voir si quels sont les moyens qu'il faudra trouver. Mais Babacar, vous savez très bien que des efforts sont faits, énormément d'efforts sont faits. Mais l'appel de l'Europe est très fort dans nos pays. Aujourd'hui, la jeunesse, oui, nous sommes un pays en développement, avec des ressources où le plein emploi ne peut pas être atteint. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une bonne politique de la jeunesse. On a une très bonne politique de jeunesse par rapport à nos moyens. Ça nécessite beaucoup plus de moyens. Et je pense qu'à ce niveau-là, sur cette question-là, on devrait vraiment réfléchir. Moi, je vais aller dans le sens de trouver des solutions. Il faut qu'on réfléchisse davantage. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut aller en Europe en utilisant une pirogue. Parce que nous avons des instruments de géolocalisation qui permettent d'y aller. Ce n'était pas le cas. Ces instruments étaient au départ à la disposition seulement des chalutiers, des bateaux, des avions. Aujourd'hui, avec un portable, on peut tenter d'aller en Europe. On ne peut pas être sur les mêmes référentiels qu'avant cela, où on considérait qu'il fallait avoir un visa pour voyager et le visa, vous le présentez aux frontières. Et quand on parle de frontières, c'est des portes d'entrée identifiées, l'aéroport, le port, ou on entre par une voie. Maintenant, les gens rentrent par la mer, par tous les moyens. Et souvent, ceux qui voyagent, les jeunes qui voyagent, il y en a qui n'ont pas de moyens, mais il y en a d'autres qui ont quelques moyens, mais qui sont tentés par l'aventure parce qu'ils n'ont pas de visa, tout simplement. S'ils avaient des visas, ils auraient utilisé l'avion. Nous sommes un pays d'émigration depuis longtemps. Les émigrés ont montré que parfois en Europe on réussit, ce n'est plus le cas systématiquement. Il faudra maintenant qu'on réfléchisse et que l'Europe aussi joue pleinement son rôle. Nous sommes dans un monde où chacun a quelque chose à donner. Nous donnons beaucoup, l'Afrique donne beaucoup à l'Europe. Mais si l'Europe ne peut pas nous donner, de permettre à nos jeunes qui veulent émigrer pour aller travailler, il ne crée aucune condition pour leur permettre de venir dans de bonnes conditions, où tout est fermé systématiquement. Vous savez, aujourd'hui, la politique européenne, en termes d'immigration, c'est vraiment inacceptable. Ça, je vous le dis. Moi, en tant que parent, pour la première fois, j'ai amené mon enfant faire des études en Europe. C'est le dernier. Ce sont ses frères qui se sont même cotisés pour l'amener en disant que comme moi, j'ai refusé qu'eux, ils partent, ils vont amener le cadet. Mais il est parti. Mais même pour avoir le visa, pour revenir, au bout d'1 an et demi, il n'a pas encore le visa. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il faut que l'on s'assoie qu'on revoie nos rapports avec le reste du monde. Cela veut dire ce que nous donnons, il faut qu'ils sachent que ça a un coût pour eux. Parce que eux, ce qu'ils donnent, il faut chaque fois qu'on paye le coût. Vous avez vu, c'est tout au sommet de Russie actuellement. C'est tous les chefs de l'État qui sont partis là-bas, africains. Essentiellement parce qu'on a besoin de blé, on a besoin de céréales. On a payé le prix. Mais eux, demain, ils auront besoin de nous.
Par exemple, pour les aider à voter, avoir faire passer même quelques conventions. C'est parce que c'est par rapport à leur niveau de développement économique. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent quand ils ont besoin de nos voix. Il faut qu'ils payent quand ils ont besoin de venir chez nous. Il faut qu'ils payent. Parce que ça aussi, ça a un coût. La question de l'indépendance, la question de l'autonomie de nos dirigeants. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Quand on est en face d'un dirigeant européen, il faut qu'il sache qu'il a des intérêts que nous détenons. Si aussi nous, on a des intérêts, lui aussi, il a des intérêts. Et ils nous ont démontré. Macky Sall a défendu ça partout. Oui, mais c'est la vérité. Il l'a toujours défendu. Le win-win. Il l'a toujours défendu. C'est du win-win. Il faut du win-win pour qu'une relation soit durable. Sinon, ce n'est pas une relation, c'est de l'oppression. Et aujourd'hui, vous savez, après la Covid, il y a les DTS qui étaient là. Nous, on en a besoin. Les droits de tirage spéciaux. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Ils veulent qu'on les accompagne. Ça, je le dis librement. Ils veulent qu'on les accompagne dans leur politique de migration. Oui, nous voulons parce que c'est nos enfants qui meurent dans la mer. Mais on a besoin qu'ils nous soutiennent ici pour qu'on crée les conditions de création d'emplois. Les DTS auraient permis cela. C'est de l'argent auquel on a droit. On a donné un peu. Non, ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. Quand je dis la notion même de donner doit être appréciée de façon différente. Je préfère qu'on dise qu'ils ont mis sur la table. Mais ils ont donné. Ils n'ont pas mis sur la table. Ils ont dit voilà ce qu'on peut donner. Ils ont donné un peu. Non, oui. il faut mettre sur la table. Cela veut dire que nous aussi, on dit que quand ils ont besoin de nous, on attend. Quand ils ont besoin de nous, ils viennent. Vous savez, ils sont prêts à venir nous demander à défendre des questions liées à des questions de mœurs, de situation. Ils mettent énormément de moyens ici. Ils mettent des ONG pour défendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture. Rien à voir. Ils nous interpellent sur ces questions. Ils nous demandent même pour signer des conventions qu'on accepte le mode de vie. Non, le monde est aujourd'hui à un niveau où je pense que c'est aux Africains, aux responsables africains, aux peuples africains de se déterminer et qu'on dise maintenant qu'on éduque les jeunes. Qu'on leur dise que voilà, écoutez, c'est difficile, mais c'est là qu'il faut rester. Et au pouvoir public aussi de trouver des moyens. C'est très difficile, mais je pense qu'il faut réfléchir globalement, de façon globale, sur la question de l'emploi des jeunes. Le Sénégal a lancé jeudi, en tout cas, a validé sa stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Étonnamment, parmi les candidats à l'immigration, on trouve de jeunes garçons, 17-18 ans, a priori qui devaient être des élèves ou des étudiants. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, notre invité donc devant le grand jury de RFM ce dimanche. Les résultats des examens de fin d'année, on y arrive, les résultats des examens de fin d'année scolaire. Les taux de réussite, 82,8% au CFE. Pour le BFM, c'est 76,30%. Et le taux au baccalauréat est de 51,54% d'admis. Comment interprétez-vous ces résultats 2023 ? Oui, nous constatons d'abord et félicitons les bons résultats. Nous félicitons toute la communauté nationale et la communauté éducative qui n'est pas très loin de la communauté nationale là, parce que la communauté éducative, on identifie, on sépare les sous-groupes, mais c'est la communauté nationale qui est la communauté éducative. Nous sommes dans un système d'enseignement public généralisé. Nous félicitons donc les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires et insistons sur les encouragements que nous donnons aux candidats parce qu'ils sont en chemin, ils n'ont pas encore terminé les études. Nous sommes dans le cycle de l'éducation nationale, cela veut dire le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire général. Donc on a obtenu de bons résultats. Ça, après, en période de crise ou en période de sortie de crise, ça dépend de celui qui parle parce que la Covid, les conséquences de la Covid sont toujours là. Nous ne sommes pas encore sortis des conséquences de la Covid. La guerre Russie-Ukraine est là. Nous sommes dans une crise de moyens au plan financier. La situation politique et sociale au pays a été
un peu bousculé. Ça n'a pas eu d'incidence sur les enseignements cette année? En tout cas, au regard des résultats, non. Si on se demande pourquoi, moi, il faudra qu'on affine, mais je considère que avec la Covid, on a beaucoup plus utilisé le numérique dans nos enseignements. Les élèves ont été d'une façon ou d'une autre mis en contact avec le numérique. Et ça permet, vous savez, ça permet d'accéder beaucoup plus facilement au savoir, d'accéder plus facilement en permanence au programme. Les enseignants aussi, ça leur permet de suivre de façon beaucoup plus professionnelle et efficace les élèves, les candidats. On permet en un clic de donner à tous les candidats que nous encadrons des épreuves à faire. Ça aussi, il ne faudra pas négliger l'effet que ça a fait. Et moi, pour moi, personnellement, il faudra qu'on confirme. C'est ça qui a été déterminant. Déterminant aussi, ça qui a été aussi déterminant, peut-être même beaucoup plus, il faut le dire, c'est les efforts colossaux que le gouvernement a eu à faire l'année dernière en termes de revalorisation de la fonction enseignante. Les enseignants ont retrouvé beaucoup plus, de façon générale, la dignité que l'enseignant a toujours eue dans le Sénégal des années de l'indépendance. Ça aussi, ça a permis à la communauté de redoubler d'efforts. On a pu le constater. Il y a 2 mois, nous avons vu qu'il y avait de forts risques sur la tenue des examens. Il a été même, à un moment bien déterminé, peut-être pas envisagé, mais les gens étaient en train de réfléchir sur la possibilité d'être dans une situation où on décalerait la tenue des examens. Mais la communauté enseignante a montré ses fortes dispositions à sauver l'année et à aller vers la tenue à date échue des examens, ce qui a été le cas. Donc je pense que les résultats qu'on a obtenus, c'est une conséquence de beaucoup d'efforts de la part du gouvernement, de la part des parents d'élèves, mais aussi du corps enseignant. D'autres résultats moins fameux, ceux-là, les résultats du concours général 2023. Cette année, le titre de meilleur élève du Sénégal n'a pas été décerné parce qu'aucun candidat n'a gagné 2 prix dans 2 matières différentes. Il y a aussi beaucoup de disciplines dans lesquelles il n'y a pas eu de premier prix. Quelle interprétation faire de ces résultats du concours général 2023, dont d'ailleurs la cérémonie de remise de prix est prévue demain, lundi? Oui, vous savez, le concours général est organisé sous un format, en tout cas du point de vue des épreuves qui sont soumises aux élèves. C'est fondamentalement différent des examens du bac et même du programme. C'est tant du point de vue que des difficultés, du contenu, que du temps nécessaire pour résoudre ces questions-là. Et ça nécessite souvent une préparation assez particulière. Les élèves qui font le concours général, ils sont obligés à un moment bien déterminé de délaisser un peu les cours pour aller préparer le concours général. Donc les propositions d'épreuves sont déconnectées plus ou moins des programmes de terminale. Ce qui fait que parfois on peut avoir des épreuves de concours au concours général beaucoup plus difficiles. Ce qui a été certainement le cas cette année, parce que nous avons vu que ces dernières années, les niveaux de nos meilleurs, parce que le concours général, c'est les meilleurs qu'ils font. Nous avons vu que de plus en plus, les meilleurs élèves de notre système avaient un niveau très élevé par rapport au reste. Ce qui fait que on a dû un peu corser. Je ne suis pas impliqué là-dedans, mais on a dû corser un peu le niveau des épreuves du concours général. Ensuite, en tant que ministre, quand on m'a présenté les résultats, j'ai considéré qu'il fallait davantage, pour des questions d'équité, tenir compte du bac, des résultats du baccalauréat, pour choisir le meilleur élève. Parce que le bac, tout le monde faisait le bac quasiment dans les mêmes conditions. Alors, il fallait donc introduire les résultats du baccalauréat. Et quand on l'a fait, on a vu
que les meilleurs élèves au baccalauréat, à quelques exceptions près, c'était aussi les meilleurs au concours général. Sauf qu'il y a une dimension qu'on ne prend pas en compte, mais une dimension territoriale. Cela veut dire dans certaines zones. Il y a des élèves qui parviennent à avoir de bons résultats au baccalauréat, mais ils ne peuvent pas participer au concours général. Donc il faudra réfléchir globalement pour trouver des solutions. Mais dans un premier temps, c'est l'élève qui a été considéré comme le meilleur élève du Sénégal cette année. Déjà, à partir des résultats du concours général, il se dégageait aussi que c'était lui le meilleur élève. Maintenant, il y a eu on a associé en tout cas les résultats du concours général et du baccalauréat. Et c'est la première fois qu'on le fait, il faudra réfléchir davantage. Mais en termes de niveau, donc candidat, si on voit le nombre de mentions qu'on a cette année, de mentions très bien, de mentions bien, c'est à peu près 8000 mentions, c'est extraordinaire. Si en 2012 on était au niveau de 900 mentions, autour de cela, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est à 8000, vous voyez, ça a augmenté fortement. En tout cas, il faut qu'on se félicite du niveau de notre enseignement au Sénégal. Oui. Un système résilient alors, malgré tous les événements qui ont impacté le déroulement des enseignements dans le pays. Cheikh Oumar Anne, vous êtes arrivé il y a moins d'1 an à la tête de ce ministère, le ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs, vos partenaires, il y en a qui ne sont pas contents. Vous ne les rencontrez pas souvent. Hein. Vous assistez rarement au comité de suivi des accords avec les enseignants. Qu'est-ce qui fait ça? Votre calendrier politique surchargé? Dites-nous, expliquez-nous. Je voudrais savoir qui le dit. Vous avez dit quelques-uns. Je voudrais savoir qui le dit. Non, je rencontre les partenaires sociaux. Je travaille avec eux. Les partenaires techniques et financiers, je les rencontre. J'ai pas assisté aux accords, la mise en œuvre des accords, mais mon ministère a été fortement représenté. J'étais à une autre réunion, en tant que ministre de l'Éducation nationale. Je me suis fait représenter et c'est comme ça que ça se fait d'habitude, parce que c'est le ministre de la fonction publique pour le suivi des accords qui rencontre les syndicats. C'est lui qui convoque. D'accord? Quand il convoquait, j'avais déjà un programme. Donc je me suis fait représenter et il n'y a pas de problème. En tout cas, s'il y a des secteurs ou des partenaires qui considèrent que je les rencontre pas, ils peuvent... Je pense qu'on devra trouver des solutions. En tout cas, je vous dis qu'à chaque fois que de besoin, je les ai appelés, ils l'ont répondu. Bon, s'ils considèrent que moi, je suis moins présent, bon, j'en tiendrai compte. En tout cas, vous leur direz, comme vous ne voulez pas le dire, de se rapprocher de mon secrétariat. En tout cas, ils savent toute ma disponibilité à chaque fois qu'on s'est rencontrés pour trouver des solutions. Maintenant, s'ils considèrent qu'on devra se rencontrer beaucoup plus souvent, oui, je suis tout à fait disponible. Mais ça aurait été beaucoup plus pertinent s'ils me disaient que tel dossier est en retard parce que je n'ai pas été là. Non, parfois dans mon bureau, il y a des dossiers mais que je ne traite pas. Mais à chaque fois qu'ils sont venus, ils savent que j'étais en train de trouver une bonne solution. Ou bien que je voudrais qu'on réoriente d'une façon ou d'une autre. Mais sur les questions de personnel, non, les dossiers de questions de personnel, il n'y a pas de problème. La politique maintenant, cher Oumar Anne, membre de la direction de l'APR, maire de Ndioum, maire Benno, ministre de l'Éducation nationale, la politique, l'arrestation d'Ousmane Sonko, le fait du week-end, mais tout est parti de l'après-midi du vendredi, après une altercation près de son domicile avec une gendarme qui l'accuse de l'avoir filmé sans son autorisation. Et dans un message sur Facebook, Ousmane Sonko affirme avoir arraché le téléphone portable de la gendarme. Quelques petites heures plus tard, il a été interpellé et placé en garde à vue par la section sûreté urbaine de la police centrale. Ce samedi, le procureur de la République a fait un point de presse
pour évoquer d'autres chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko. 7 chefs d'inculpation, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique, vol de portables. Voici c'est cette charge retenue contre Ousmane Sonko. Vous avez un commentaire? D'abord, en tant que Sénégalais, j'ai suivi, comme tout le monde. Vous le savez, vous et moi, cette situation a tenu en haleine tout le Sénégal depuis longtemps. J'ai beaucoup de points de vue, mais j'ai aussi, en tant que citoyen, responsable, respectueux de nos institutions, je dis que je ne pourrais pas commenter, en tout cas de façon profonde, le discours du procureur. Je prends acte de ce que le procureur a dit. Je peux dire que moi, ce que j'ai suivi, comme tous les Sénégalais, nous avons suivi la situation. Nous savons que je ne suis pas surpris de ce que le procureur a dit. Je ne suis pas surpris parce que tout ce qui a été dit, nous l'avons vécu ensemble. C'est sur la base, j'ai vu le communiqué du procureur. J'ai vu que tout ce qui a été dit, moi personnellement, j'ai vu que ça s'est passé comme ça. Quelles sont les implications judiciaires? Qu'est-ce qui va être fait? Ça, je ne peux pas me prononcer personnellement. Mais sur la question du vol, en tout cas, ce qui est le truc, c'est lui, le premier, qui a fait un communiqué pour dire qu'il a pris le portable d'une femme gendarme. Et je pense qu'il n'en a pas le droit quand même, ça. Sur les appels à l'insurrection évoqués par le procureur, pensez-vous que les charges retenues contre Sonko sur ces questions-là, c'est justifié? Sur les charges vraiment, et la procédure, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas le droit. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passe parce que je considère que notre justice peut gérer cette question-là et doit gérer cette question-là et on doit créer les conditions pour que ça se fasse de façon réglementaire, légale, normale. Maintenant, vous à moi, Ousmane Sonko, c'est un homme politique. Moi, je suis un homme politique. Nous savons que tous que depuis un certain bout de temps, en tout cas depuis 2021 pour dire le moins, la question de l'appel à l'insurrection, de respect des institutions, partout, cette question-là a été agitée. Partout où on a parlé de la situation politique au Sénégal. J'ai été aux assises, au dialogue national. La question du respect des institutions, des appels à la violence, ont été posés, discutés par les acteurs politiques. Et les gens considèrent qu'on devrait bannir ça de notre situation. Et ça, tout le monde avait constaté que depuis un certain bout de temps, en tout cas depuis février 2021, de façon répétitive, des appels à la violence, des appels au respect de nos institutions, des attaques contre nos forces de défense et de sécurité, d'attaques contre des intérêts étrangers, d'attaques contre des commerces. Tout ça, nous l'avons vécu, nous tous. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Maintenant, qui est responsable et qui n'est pas responsable? Moi, je pense que l'État, nous tous, nous avons dit que l'État devait prendre ses responsabilités pour que cela ne se répète plus. Aujourd'hui, que le procureur est sorti pour dire qu'ils ont fait des enquêtes et tout concourt à quelque chose, laissons la justice faire son travail. La crainte de trouble, il est arrêté, placé en garde à vue et probablement il va être placé en détention. Quand on a levé le blocus devant chez lui, le blocus de la police, les analystes et même les responsables d'opposition ont évoqué un dégel de cette tension dans le pays autour des affaires Ousmane Sonko. Subitement, et voilà, le vendredi... oui, les affaires Ousmane Sonko avec des femmes, hein. Ça, je ferme la parenthèse, mais vous voyez, c'est très compliqué. En tout cas... Avec des femmes, vous dites? Oui, avec des femmes. Après Adji Sarr, c'est une femme gendarme qui est agressée. Vous faites quelle déduction? À sa place, j'aurais évité d'avoir des problèmes avec une femme.
surtout le vendredi, revenant de la mosquée, agresser une femme pour un homme politique en disant qu'il me filmait. Mais les hommes politiques sont tout le temps filmés. Aller jusqu'à l'agression d'une femme. Moi, j'aurais demandé à tout le monde, aux psychologues, aux psychanalystes, qui sont très prompts, de réfléchir sur ces questions-là. Ils devraient éviter, quand on a la prétention de diriger ce pays-là un jour. On doit respecter les femmes, on doit les respecter. On va suivre ce dossier, l'évolution, ces prochaines heures. On peut pas en parler publiquement comme ça, mais ça fera l'objet de beaucoup de discussions. Et j'espère que le Sénégal, les Sénégalais ont compris beaucoup de choses, parce que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de retenue. Le président de la République a tout fait pour que la paix revienne dans ce pays-là. Il a fait des déclarations, des moments pour ramener la paix. Il s'est engagé. À un moment où Ousmane Sonko pouvait l'arrêter, on a donné la chance à la paix. Je pense que les Sénégalais savent que Djamou Mougen Lep. Et maintenant, on peut en discuter. Comme ça a toujours été le cas au Sénégal. On a eu beaucoup de cas politiques, mais ça conduisait tout le temps à des discussions, à des échanges. Et pourquoi pas avec Ousmane Sonko alors? Sur quoi Non, pourquoi il faut le lui demander. Le président de la République a appelé à un dialogue national. On est venu. À suivre ce dossier Ousmane Sonko. Cheikh Oumar Anne, il y a quelques semaines, vous étiez venu sur nos antennes plaider le 3e mandat pour Macky Sall. Vous étiez de ceux qui ont soutenu la thèse d'une 3e candidature de Macky Sall à la présidentielle. Il a pris la parole pour dire qu'il n'y va pas. Avant d'aller dans le fond de ce sujet-là, vous étiez déçu de cette déclaration de Macky Sall quand il a dit qu'il ne se représente pas? Déçu, oui. Surpris, non. On s'y attendait que c'était possible. Mais moi, jusqu'au bout, j'ai dit au président qu'il fallait qu'il soit candidat. Jusqu'au bout. Je me suis battu pour cela et je lui ai dit jusqu'au bout. Quand, dans nos discussions, revenait souvent qu'il était possible qu'il ne soit pas candidat, qu'il faut qu'on le laisse lui prendre la décision qu'il faut. Parce que, comme il avait dit, c'est le ni oui ni non. Mais l'éventualité qu'il ne soit pas candidat était là, aussi fort. Mais il y avait une forte pression. Et moi, je fais partie de cela. Je fais partie de ces gens-là qui ont demandé fortement, qui ont mis la pression sur le président pour qu'il soit candidat. Et jusqu'au dernier moment. Moi, je m'en suis jamais caché. Et tout le monde sait que je fais partie de cela. Même vous le savez. Le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle, pourquoi la décision tarde à être rendue publique par Macky Sall, à qui la coalition présidentielle et d'abord l'APR ont donné mandat pour désigner quelqu'un. Mais l'attente semble longue maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez lâché un mot, je ne sais pas, c'est moi qui vous pose la question. Vous avez dit que la décision n'est pas rendue publique. Cela veut dire qu'elle peut être prise déjà. C'est ça que vous voulez dire. Elle est prise ou non? Je ne sais pas. Ah d'accord, donc vous avez dit... À vous de nous dire. Non, je voulais savoir si vous étiez dans le secret. Proche de ce dossier. Le secret de Dieu. Non, écoutez, je pense que les gens sont demandés au président Macky Sall de choisir le candidat parce que nous tous savons qu'il comprend mieux que nous les enjeux. Cela veut dire que l'enjeu, c'est la conservation du pouvoir à son camp pour continuer le travail qu'il a entamé. Donc moi, je fais pleinement confiance au président. Je fais pleinement confiance à ses capacités de choisir celui qui pourra faire gagner la coalition. J'ai considéré qu'à un moment bien déterminé, que c'était uniquement lui. Je n'ai pas réfléchi sur une autre candidature. Après, quand il n'était plus candidat, en tant que responsable politique, je me suis permis de réfléchir sur les candidats. Hein. Ça, je vous le dis, moi, je suivrai celui qui l'aura
désigné, mais dans les analyses, je me dis, écoute, tiens, celui-là, il n'a aucune chance parce que il ne peut pas nous faire gagner. Celui-là. C'est qui celui-là? Non, c'est sur tous les candidats. J'ai évalué tous les candidats. Ça, je le dis, j'ai évalué tout le monde. Parce que j'ai été surpris que subitement qu'il y ait autant de candidats. Mais bon, c'est la politique. Ali Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdallah Boun Dionne et Amadou Ba. Non, il y en a principalement. Beaucoup. Oui, c'est ce que vous voulez. Déjà, vous éliminez les autres. Vous éliminez, parce que vous pouvez faire une liste. La liste est beaucoup plus longue. Du côté de Benno? Oui. Et elle n'est pas, c'est vous qui le dites comme ça. Je n'ai jamais entendu publiquement quelqu'un dire, Amadou Ba dire qu'il est candidat. Je n'ai jamais entendu dire publiquement que... Ali Ngouille, il l'a dit sur RFM. Oui, mais les autres, je n'ai jamais entendu. Mais les gens les citent. Mais il y en a d'autres peut-être qu'on n'a pas cités. C'est parce que, bon, le tamissage est fait. Chacun, vous vous limitez peut-être à 4. D'autres se limitent à 10. Peut-être moi, je me limite à 2 ou à 1. Cela veut dire qu'on peut définir des critères. Et dire que voilà, celui-là, il est apte. Celui-là, il n'est pas apte. Mais ensuite, s'il y a des gens qui sont aptes, essayer de dire celui qui a le plus de capacité qu'on peut mesurer. On peut mesurer. En écoutant parce que nous allons à une élection présidentielle, en écoutant les Sénégalais, en écoutant aussi ceux qui vont se battre pour faire gagner notre candidat. Et ça, cette tâche-là, je pense que c'est une tâche qu'il faut prendre beaucoup au sérieux. Le président a beaucoup voyagé ces derniers temps pour les causes d'affaires et comme ça. On peut comprendre que donc, il soit encore dans une dynamique de rencontrer d'autres personnes, soit qui sont avec nous dans le parti, ou bien qu'on pourrait faire venir. Ah oui? Ah, mais bien sûr. Il faut Genre, élargir. Idrissa Seck pourrait être le candidat de Benno? Non, ce n'est pas de Benno, que je sache. La question est réglée. Le candidat de Benno sera de Benno, et ça s'oriente, moi, d'après ma lecture, vers un militant de la paix, qui est la principale force de Benno. Alors, dites-nous, quel est le meilleur candidat pour Benno, alors, selon vous? Celui qui fait que le président choisira, parce que tout simplement, il faut nous faire gagner. Qui peut vous faire gagner cette élection? Vous voulez que je remplace le président là? Non, pour remplacer le président, il faut attendre le 2024. Dites-nous, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, d'ailleurs, Abdoulaye Daouda Diallo, votre frère ennemi du Podor. Non, c'est pas un ennemi, politiquement, on a travaillé ensemble plusieurs fois. À des moments, on n'a pas pu travailler ensemble, mais on a travaillé ensemble. Non, c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi du tout, contrairement à ce que vous pensez. Pourrait-il être un bon candidat, lui, Abdoulaye Daouda Diallo, selon vous? Je vous vois venir si je dis que oui, vous me direz et l'autre. Non, je ne suis pas dans ce débat de personne. J'ai répondu. Ablaye, c'est pas mon ennemi. Politiquement, on a quelques moments où on n'était pas ensemble, mais je vous assure que il me reçoit dans sa chambre comme moi aussi. Donc, au-delà de nos divergences politiques, on conserve ce qu'on nous lie. Nous partageons le Podor et nous avons des relations fraternelles. Est-ce que la décision est difficile à prendre pour Macky Sall? Je ne pense pas. Là, par contre, je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que Macky savait, il l'a dit à plusieurs gens, il a essayé de le faire comprendre à plusieurs personnes que lui, il ne serait pas candidat. Cela veut dire que, comme il sait qu'il n'était pas candidat, certainement, il a fait toutes les évaluations possibles. Moi, je pense que depuis les élections législatives, il était en train d'évaluer au moins, il était en train d'évaluer les chances des principaux dirigeants de la paix et de Benno pour voir qui était le mieux passé pour nous faire gagner.
Et en toute honnêteté, en analysant, en l'écoutant, en analysant les décisions qu'il a eu à prendre et tout comme ça, je pense que c'est clair dans sa tête. Le candidat de Benno, il doit être, parce qu'on annonce son remaniement, est-ce que le candidat de Benno doit être en même temps le Premier ministre du Sénégal ou techniquement et politiquement, il faut le décharger, ce candidat-là, de toute charge publique? Pourquoi vous posez cette question? Pourquoi vous posez cette question, Babacar? Bon, c'est pour savoir comment... Je vous comprends, hein? C'était pour un peu vous taquiner. Mais au Sénégal, ici, au Sénégal, les gens ont été présidents ou candidats et ont géré. Non, ça dépend de la personne, ça dépend de l'analyse qu'on fera de la situation, de quelle est la meilleure attitude à prendre. Je pense que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'opterai pour que le candidat reste dans le gouvernement, puisse continuer à travailler, avoir de l'expérience, beaucoup plus d'expérience de gouvernement, surtout d'avoir de l'expérience dans le gouvernement quand il est certainement le prochain président du Sénégal. Vous dressez presque un début de portrait robot de celui que vous préférez peut-être qu'il soit candidat de Benno, un peu, cher Omaran. Mais non, comment gérer après les frustrations, quelle que soit la décision prise? Il y aura un peu de mouvement dans votre parti, peut-être par extension dans votre coalition. Non, je suis catégorique. Là, je vais être catégorique. La décision du président n'engendrera pas de crise dans la paire. Bon, il y a des candidats, hein. Ces candidats, peut-être, à des moments bien déterminés, ils seront un peu déçus parce qu'ils croient à leur candidature, mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui pourra sortir de la paire. Je ne crois pas. Et même, je pense que celui qui essaierait de sortir, il ne sera pas suivi. Vous avez vu la situation aujourd'hui au niveau de la paire? Tout le monde attend la décision du président. Tout le monde a confiance au président. Il n'y a aucune dynamique politique autour d'un candidat. Aucune dynamique politique. Même s'il y a certains candidats qui sont déclarés ou qui ont voulu le faire, mais il n'y a aucune dynamique politique. Les responsables, ceux qui font gagner Benno, ceux qui font gagner Macky Sall, ceux qui sont dans l'appareil politique de Macky Sall depuis longtemps et qui vont faire gagner le prochain candidat, ils attendent la décision de Macky Sall. Ils n'ont suivi aucune candidature. Et une élection présidentielle qui va se tenir dans les bonnes conditions. Ousmane Sonko, qui connaît une mésaventure avec la justice, s'il est placé en détention, il avait déjà averti qu'une élection présidentielle sans lui, ce serait le chaos dans le pays. Vous savez, Babacar, on ne tire pas sur un corbillard. Mais Ousmane Sonko, son problème, c'est beaucoup plus son camp, hein. Je vous assure que là où on est, moi, en tant que politicien, et connaissant, analysant la situation, parce qu'on a arrêté son numéro 2. Il n'a pas Diomaye, il n'a pas bougé. Il n'a pas fait bouger son appareil. On a arrêté des députés, il n'a pas fait bouger son appareil. Peut-être il pouvait le faire, il n'a jamais fait. Là, aujourd'hui, là, il provoque une femme. Encore une fois, il va en prison. Moi, ce que je vois là, les Déthié Fall, tous ces candidats déclarés à la présidentielle là, et qui sont autour de lui et qui devraient le soutenir, vous croyez qu'ils vont le soutenir? Non, ils vont tout faire pour qu'il reste en prison. Ah bon? Et je vous assure. C'est des gens qui ont des ambitions personnelles. Ce ne sont pas des ambitions qu'ils font porter à Ousmane Sonko. Non, il faut nous mais là, les politiciens vont le lâcher. Hein? La déclaration de Sonko, une élection sans lui, le chaos, la déclaration. Sonko et ses déclarations. Hein? Vous savez que, heureusement que ces déclarations ne se réalisent pas. Mortal Kombat, Gatsa,
Ensuite, appel au dialogue. Aller faire sortir le président du palais, se cacher derrière chez lui, se barricader, changer toutes les portes de sa maison en mettant des portes blindées, s'attaquer à une femme gendarme alors que pendant longtemps c'était des policiers qui étaient là. Il pouvait attaquer les policiers quand même, mais bon, peut-être ça l'attire pas. Donc voilà un peu. Celui-là, ses déclarations, bon, on verra. Merci en tout cas, Cheikh Omar Anne, d'être venu devant le grand jury de RFM. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, maire de Ndioum, l'éducation nationale, demain, lundi, au Grand Théâtre de Dakar, la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général 2023. Merci. Mardi, nous serons à Gambie pour la réception du lycée sénégalais de Banjul. Ouais. On a 2 sites là-bas, en Gambie. L'un était fonctionnel, l'autre c'est l'école élémentaire qu'on a repris et qui est en centre-ville. Et on a repris en en construisant selon le modèle choisi par le président de la République pour réformer les écoles sénégalaises. Merci. Et on va réformer les vieilles écoles du Sénégal selon ce modèle. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis, à Abdou à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent.